Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent pour cette rencontre débat autour de ce qui se passe au Cameroun. Merci à la Fondation Gabriel Péri qui a accepté un peu à la dernière minute d'organiser cet événement en partenariat avec l'association Survie, dont je suis membre et que je représente. L'association Survie, très vite, qui est l'association qui a une certaine documentation là-bas, qui a fait connaître la France-Afrique, et vous aurez plus d'infos à la table là-bas, et puis j'en parlerai tout à l'heure. Alors, en fait, on a organisé cet événement pour deux raisons, étant donné évidemment la gravité de la situation au Cameroun. Ça fait un moment que l'association Survie, mais aussi d'autres associations en France sont actives sur ce thème-là pour essayer d'alerter sur la gravité justement de cette situation et sur la responsabilité particulière des autorités françaises dans le lien qu'elles peuvent avoir avec le régime au Cameroun. Mais l'occasion aussi de faire ça cette semaine à cette date, c'est qu'on a profité d'une ce qu'on appelle une tournée qu'on organise de Michel Gaël Abbé, qui est ici, qui est une jeune militante camerounaise qu'on a invitée à venir en France et à faire justement des interventions dans différentes villes, là où l'association Survie a des groupes locaux, pour sensibiliser, informer sur ce qui se passe au Cameroun. Michel, elle est coordinatrice d'une plateforme d'organisation de jeunesse, la PIGDK, mobilisée notamment sur des questions de citoyenneté et de ce fait sur les questions électorales, mais elle intervient aussi pour parler de ce qui se passe dans les régions anglophones, puisqu'en gros, quand je parle de la gravité de la situation au Cameroun, on va y revenir, mais c'est pour évoquer, selon nous, deux principales crises actuellement, la guerre dans les régions anglophones du Cameroun et la crise qui fait suite à la parodie d'élections présidentielles qu'il y a eu en octobre dernier et qui a mené à des mobilisations de l'opposition politique en janvier, avec l'arrestation de 200 personnes fin janvier et qui sont toujours emprisonnées et qui attendent leur procès. Donc c'est de tout ça dont on parlera, et notamment on demandera à Michel d'évoquer cette situation. L'image que vous avez en fond, c'est un petit documentaire sur justement la crise anglophone, la guerre dans les régions anglophones qu'on présentera. Mais on voulait aussi profiter de la présence de Michel pour organiser une rencontre un petit peu plus collective, avec des éclairages aussi sur forcément l'ancrage historique de cette relation franco-camerounaise. Et donc pour ça, on a demandé à Thomas Deltombe, qui est co-auteur de l'ouvrage La Somme, Cameroun, le sous-titre « Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique », paru en 2011 avec Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, et avec les mêmes d'un autre ouvrage, La guerre du Cameroun, paru en 2016. Dont il y a quelques exemplaires là-bas sur la table, pour parler justement de cette guerre d'indépendance toujours inconnue en France. Et puis on parlera aussi avec Augusta Epagna, qui est membre du bureau politique de l'UPC Manidem, Union des populations du Cameroun, Manidem, mouvement pour... Manifeste pour l'instauration de la démocratie au Cameroun. Manifeste pour l'instauration de la démocratie au Cameroun, merci. Pour justement aussi parler de mobilisation qu'il y a eu au Cameroun depuis la guerre d'indépendance et jusqu'à ces crises récentes. Et donc ensuite, on laissera largement la place à Michel pour évoquer cette question d'actualité et enfin pour débattre avec la salle. Thomas, du coup, on te donne la parole en premier pour évoquer, comme je le disais, cette perspective historique, puisque le Cameroun n'était pas une colonie française, c'était une colonie allemande, et que cette histoire très spécifique au Cameroun explique aussi aujourd'hui qu'on ait des régions anglophones et des régions francophones, d'où l'intérêt d'avoir un regard sur ce passé et sur le rôle de la France avant et au moment où elle a pris la gestion d'une partie des territoires sous tutelle, sous mandat de la Société des Nations, et ensuite la guerre d'indépendance. Si tu peux rapidement brosser un peu cette période. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. Donc effectivement, là on va plutôt parler de l'actualité, mais il me semble que c'est quand même important, en fait c'est même essentiel de connaître l'histoire du Cameroun dans ses relations avec la France.
pour plusieurs raisons, hein, parce qu'on parle beaucoup des anglophones et de la région anglophone au Cameroun, et si on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend pas bien pourquoi il y a une région anglophone et une région dite francophone. Ça, c'est la première raison. Et par ailleurs, parce que la perspective historique permet, à mon avis, de comprendre que les problèmes, la crise, la guerre qui a lieu actuellement au Cameroun n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise structurelle, c'est-à-dire que les racines profondes de ce qui se passe aujourd'hui se trouvent en grande partie dans la période de décolonisation, ce qu'on appelle décolonisation des années 50 et 60. Voilà, d'une certaine façon, je dis ça pour dire que ce qui se passe au Cameroun est plus grave qu'une simple crise passagère. C'est une crise qui touche à l'identité même, à la construction même de la nation camerounaise et de l'État camerounais. C'est vraiment une crise en profondeur qui remet en cause vraiment l'existence et le fonctionnement du Cameroun lui-même. Alors, on parle de crise, tu mets des guillemets autour de crise, on parle de guerre. Nous, dans notre travail donc avec Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, on a beaucoup insisté sur la notion de guerre. Vous avez vu, le premier bouquin, Cameroun avec K, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, deuxième qu'on a carrément intitulé La guerre du Cameroun, pour bien insister sur le fait que la France avait mené une guerre du même type, de la même nature que la guerre d'Algérie au Cameroun dans les années 50 et 60, au moment de cette fameuse décolonisation. Donc une guerre qui enjambe l'indépendance du 1er janvier 1960, une guerre qui est d'abord latente dans la première moitié des années 50, qui devient une guerre chaude à partir du milieu des années 50, et qui se perpétue et qui se prolonge après l'indépendance du 1er janvier 1960, et qui se tarit petit à petit dans sa version chaude au cours des années 60. La notion de guerre est très importante à mon avis. C'est une guerre qui a été menée contre l'Union des populations du Cameroun, UPC, parti qui avait été créé en 1948, avec différents mots d'ordre. La justice sociale d'abord. C'était un parti qui demandait la justice sociale. Donc, de fait, remettait en cause l'ordre colonial qui, par nature, est un ordre injuste, puisqu'il coupe la population en deux parties, la population blanche et la population africaine, qui n'étaient pas traitées sur le... Donc le fait de revendiquer la justice sociale est une remise en cause fondamentale du système colonial. Chose évidemment inacceptable pour le pouvoir colonial, qui décide donc, premier mot d'ordre, la justice sociale. Deuxième mot d'ordre, puisqu'il n'est pas possible d'avoir la justice sociale ou la justice tout court dans un système colonial, revendication d'indépendance, évidemment non acceptable par le régime colonial. Et troisième revendication, la réunification des Camerouns anglais et français, puisque le Cameroun, comme l'a dit Thomas, était d'abord, avant la Première Guerre mondiale, un protectorat, une colonie allemande, qui a été confiée en mandat à la France pour 4/5 du territoire et à la Grande-Bretagne pour 1/5 du territoire, un mandat comme il y en avait en Palestine, en Syrie, au Togo, au Rwanda, etc. Bon. Donc c'est la France et la Grande-Bretagne qui se retrouvent à administrer ce territoire jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Or, voilà que les statuts de l'ONU dit, ben oui, très bien, vous pouvez continuer. Au moment de la création de l'ONU dit au gouvernement français et britannique, très bien, vous pouvez continuer à administrer ce territoire, mais il faut absolument qu'il y ait des évolutions, plus de justice sociale, et puis que les populations locales puissent assez rapidement accéder à une autonomie politique, voire, et c'est dans les textes onusiens, à l'indépendance. Ce qui pose évidemment un énorme problème à la France, qui ne souhaite pas du tout se séparer de ce territoire stratégique. Se met donc, la France essaie donc d'écraser ce mouvement, l'Union des populations du Cameroun, qui a ses différents mots d'ordre, et se met en place une guerre, donc du type de celle de la guerre d'Algérie. Je passe très vite, mais quelques petites caractéristiques qui sont importantes pour essayer de comprendre la nature de cette guerre. C'est une guerre qui a été qualifiée souvent par les théoriciens militaires de guerre révolutionnaire, plus exactement de guerre contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre qui a été menée face à une armée, hein, c'est comme dans un conflit classique, armée contre armée, mais c'est une guerre qui a été menée contre un mouvement civil, un mouvement politique, l'Union des populations du Cameroun, et qui ensuite s'est élargi. Disons que le champ de la guerre s'est élargi pour s'attaquer non seulement aux militants actifs de l'Union des populations du Cameroun, mais ensuite à toutes les populations suspectées de partager
ces mots d'ordre d'indépendance, de justice sociale, de réunification. Et donc on a une guerre qui a muté d'un conflit relativement militaire à un conflit civilo-militaire où l'enjeu n'était pas seulement d'écraser un ennemi défini, mais de soumettre, de discipliner la population camerounaise en entier pour lui faire accepter l'ordre français malgré ses velléités d'indépendance et malgré l'obligation d'une certaine façon de la France d'amener le pays à plus d'autonomie politique. Et alors, une des choses qui est très importante à comprendre, c'est que l'indépendance du Cameroun, qui a été proclamée le 1er janvier 1960, a été un instrument de répression. Mais ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à comprendre, c'est qu'on a tendance à penser que l'indépendance d'un pays, ça libère le peuple. En l'occurrence, là, l'indépendance du pays a permis à la France de perpétuer sa domination derrière une indépendance factice et derrière un régime apparemment souverain. On est rentré dans une forme de simulacre. Un pays qui avait l'apparence d'une indépendance et qui avait l'apparence d'une démocratie. Alors qu'il s'agissait en fait d'un pays qui était toujours sous la tutelle de la France et qui ne jouissait d'aucune démocratie, dans la mesure où cette guerre a permis d'installer à la tête du pays un régime pro-français. Le président de la République à l'époque s'appelait Amadou Ahidjo, qui s'est en quelques mois transformé en dictateur sanguinaire. Et alors, ce qui me paraît très important à dire ce soir, c'est que cette guerre, qui au départ visait donc l'union des populations du Cameroun, s'est élargie, non seulement s'est élargie pour cibler l'ensemble des populations camerounaises, pour les cibler, mais elle est devenue routinière. C'est-à-dire que ce n'était plus une guerre conjoncturelle, c'est devenu une guerre structurelle. L'appareil d'État camerounais lui-même s'est construit comme une machine de guerre. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite dans nos recherches, qui ont duré quand même plusieurs années. On s'est rendu compte que les responsables camerounais, à l'intérieur du parti unique, l'UNC, à l'intérieur de l'administration, à l'intérieur des différentes structures étatiques et para-étatiques, avaient été en fait formés aux techniques de guerre révolutionnaire pour soumettre le peuple. Et donc en fait, la machine d'État elle-même est une machine de guerre contre le peuple camerounais. Ça, je pense que c'est très important de le souligner, puisqu'on est encore dans cette logique-là. L'appareil d'État camerounais aujourd'hui, qui est l'héritier direct de celui qui a été mis en place dans le sang et par la force par la France dans les années 50 et 60, est toujours en place. Le pouvoir camerounais perpétue une guerre, c'est une guerre perpétuelle contre son peuple lui-même. Donc ce qu'on voit, j'insiste là-dessus parce que ce qu'on voit... Peut-être comme tu parles de la manière dont le pouvoir actuel est l'héritier, aussi rappeler que Paul Biya, tout à fait. Qui est au pouvoir actuellement depuis 36 ans, il est au début de son mandat, oui, en effet. À l'époque, il était le Premier ministre d'Amadou Ahidjo de 1975 à 1982, Paul Biya. En 1982, il remplace Amadou Ahidjo, il est toujours au pouvoir. C'est son 7e ou 8e mandat. Enfin, il est réélu avec énormément de guillemets régulièrement, et il est un grand ami de la France. Bon. Ce pouvoir, finalement, mis en place, les racines du pouvoir actuel remontent à la période de décolonisation. Et donc, et je conclus peut-être là-dessus, enfin avec deux choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, la répression contre les militants anglophones, la répression contre le mouvement de Maurice Kamto, le MRC, et derrière le MRC, finalement, une sorte de guerre contre les Bamileke. C'est très présent. Il y a vraiment cette idée que l'ennemi intérieur est un ennemi ethnique. Bon, ça, c'est des choses qui remontent à l'époque de la décolonisation et à ce qu'on pourrait presque appeler la première guerre du Cameroun, c'est-à-dire cette guerre des années 50 et 60. Et donc je pense là vraiment que Paul Biya, après on pourra rentrer dans plus de détails si vous voulez, utilise ces techniques qui ont été mis en place il y a 50 ans et continue à réprimer son peuple avec des techniques qui sont finalement très similaires. On parle de la France, ça c'est très important de souligner le rôle de la France dans cette affaire. Et alors là, je voudrais souligner une petite chose par rapport à la notion de guerre. J'ai vu dans l'affiche de la soirée qu'il était question de guerre civile. Alors c'est quelque chose qui me pose un petit problème, c'est que très souvent, les responsables français, quand ils s'aventurent à parler de la guerre que eux-mêmes
ou que leurs prédécesseurs ont mené dans les années 50 et 60 disaient oui, c'est vrai, il y a eu des choses terribles au Cameroun, c'est vrai, on le reconnaît, c'était une guerre civile. Vous comprenez, les Camerounais, les Africains en général, quand on les laisse libres, hein, on leur donne l'indépendance, puis voilà, ça tourne mal, ils se battent les uns contre les autres. Et donc cette notion de guerre civile a très souvent été utilisée par les responsables français pour déresponsabiliser la France, alors que c'est en fait la France qui a lancé cette guerre, mené cette guerre, entretenu cette guerre. La France est la première responsable de cette pseudo-guerre civile qui a eu lieu dans les années 50 et 60. Je pense que l'affiche parle de guerre civile au sujet de ce qui se passe actuellement dans les régions. Mais justement, mais tout à fait. Mais justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que je pense que à l'époque comme aujourd'hui, on n'est pas exactement dans une situation de guerre civile, on est dans une situation qui, à mon avis, est plus exactement une guerre menée par un État contre son peuple. Et son peuple étant défini selon des lignes ethniques ou para-ethniques. Et ça, c'est tout à fait lié aux techniques de guerre des années 50 et 60, où on définissait en permanence de façon territoriale et de façon psychologique, pour reprendre la terminologie de l'époque, qui était un ennemi et qui était un ami. Et donc on tapait sur des ennemis définis, on définissait des ennemis pour leur taper dessus et pour dire aux autres qui n'étaient pas considérés comme ennemis, voilà ce qui vous attend si vous n'acceptez pas la discipline qu'on veut vous imposer. Donc peut-être que j'ai tort en disant ça, mais je pense que c'est important de souligner que effectivement il y a quelque chose qui ressemble à une guerre civile, mais c'est pas deux factions civiles qui se battent entre elles, c'est un État qui fait la guerre à ces civils. Je pense qu'il n'y a personne qui te contredira. Non, mais c'est juste pour clarifier la position. C'est pour clarifier ce point-là, parce que c'est quand même important. Tu as anticipé sur un des points qui sera évoqué tout à l'heure. Juste pendant que tu parlais, j'ai projeté cette carte dans notre dos, juste pour remontrer aussi les régions anglophones à l'époque. Je ne sais pas si tu veux juste dire un mot, une phrase de commentaire dessus, et peut-être aussi sur la guerre à l'époque, la guerre d'indépendance. Parce que non, mais là on voit donc, pendant que tu parlais, si tu donc on voit bien. Donc en vert, c'est la partie qui a été confiée en administration à la France. Donc après la Première Guerre mondiale, ça s'est perpétué jusqu'en 1960. Les parties en rouge dans la première carte. Donc on a deux Cameroun anglophones, c'est le Cameroun britannique de l'époque. La partie septentrionale au nord, dans un référendum a été finalement rattaché par référendum finalement au Nigeria, ancienne colonie britannique, avec la partie du sud, Northern Cameroon, Southern Cameroons, ont été rattachés à la République du Cameroun, ancien Cameroun français. Bon. Et donc c'est pour ça qu'on a cette petite partie-là. Et les anglophones, comme l'ethnie dite Bamileke, comme l'ethnie dite Bassa, ont été perçus d'entrée de jeu par les Français d'abord, puis par les héritiers de l'administration française, c'est-à-dire l'administration pro-française du Cameroun, comme des ennemis ou comme des ennemis potentiels. Donc ça date de cette époque-là. Je te remercie Thomas. Pour avancer dans le temps, tiens, je te passe le micro Augusta, ce qu'on s'était dit, et avant de venir encore une fois sur l'actualité la plus immédiate et la plus chaude, évidemment, mais c'était aussi d'évoquer les mobilisations, puisque on est allé très vite. Tu as évoqué la violence de cette guerre menée par un État contre son peuple, contre l'ensemble des populations. On a peu de temps pour approfondir aussi l'extraordinaire résistance et les mobilisations que ça a pu mener, qui ont pu être menées à l'époque, mais aussi avant d'arriver à ce qui se passe actuellement, on avait le souci d'évoquer d'autres phases de mobilisation historiques qui ont été très importantes au Cameroun. Alors moi je pense évidemment aux années de Braise ou plus récemment aux émeutes de 2008, mais ça on s'était dit qu'on allait demander à Augusta un peu de balayer cette période, c'est-à-dire depuis finalement l'écrasement quasi définitif des indépendantistes en 1970 jusqu'à les nouvelles crises ou les nouvelles manifestations de ces anciennes crises dont on va parler ensuite avec Michel. Oui, bonjour à tous. C'est très important ce qu'a rappelé Thomas, parce que ça cerne bien la nature profonde du régime de Paul Biya.
la nature profonde néocoloniale d'abord, et surtout la nature profonde dans la violence et dans la manière de faire. Et ça explique aussi que parfois au niveau des diasporas ici par exemple, on se dit mais comment se fait-il que les Camerounais bougent aussi peu, soient autant terrorisés? Mais on comprend quand effectivement on entend ce qui vient de nous être dit, c'est-à-dire c'est l'appareil d'État tout entier qui s'est transformé en appareil répressif. Et ça depuis... évidemment dans la plus pure tradition coloniale, en reprenant y compris les méthodes, les manières de faire, les modes de torture, etc. Les manières d'intervenir contre les populations, etc. Ils ont vraiment plaqué et reproduit absolument tous les schémas coloniaux en matière de répression. Et ils ne font que ça, et il n'y a que ça. Et donc, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est d'abord noter le fait que un certain nombre de compatriotes semblent découvrir aujourd'hui le caractère répressif de l'État de Paul Biya, l'État néocolonial. Or, effectivement, moi ce que je voulais indiquer, c'est que moi je suis d'une génération qui est venue à l'UPC après l'assassinat d'Ernest Ouandié, qui a donc été assassiné en janvier 71, et ils étaient convaincus, le pouvoir d'Ahidjo à l'époque, et avec évidemment les colonialistes français qui n'étaient jamais loin, hein, qui vraiment menaient la danse de façon encore plus ostentatoire qu'aujourd'hui, étaient convaincus d'avoir définitivement mis fin à l'UPC. Ils avaient abattu le dernier chef historique de l'UPC après Rouben Oumniobé en 58, Félix Roland Moumier en 60, et là 71, coup de grâce, dernier chef historique a été assassiné, on peut dire ça comme ça parce qu'il y a eu une parodie de procès, c'était au moment du procès de Burgos. On a essayé à l'époque de populariser également cette résistance, et évidemment le devenir et l'histoire des peuples africains n'intéressent pas grand monde en Occident. Et donc, évidemment, on n'a pas réussi à sauver Ernest Ouandié et ses camarades, et nos camarades. Et donc, après ça, quelques camarades qui demeuraient militants de l'UPC, qui étaient notamment à l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun, organisation estudiantine qui se battait sur un registre catégoriel, enfin de revendications catégorielles, mais avec aussi en toile de fond un fond politique où il y avait la conviction que les revendications catégorielles ne pourraient pas être satisfaites dans le contexte néocolonial tel qu'il se présentait. Et donc, ces quelques camarades qui demeuraient très isolés, qui se trouvaient dans la diaspora, ont commencé à sensibiliser, à mobiliser les quelques jeunes que nous étions, très très jeunes évidemment, qui étions à l'Union nationale des étudiants du Cameroun, à l'UNEC, et progressivement on a reconstruit l'UPC, notamment à travers ce fameux MANIDEM, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, qui a été créé en 1974. Donc après, d'autres patriotes ont repris ce sigle sans dire l'origine du MANIDEM, mais c'est ça l'origine du MANIDEM. Le MANIDEM est un mouvement qui a été créé en 1974 par des militants de l'UPC pour reconstruire l'UPC. Et donc moi je suis de cette génération-là, et c'est des gens comme Lemkoko Priso, qui est malheureusement décédé l'année dernière, Samuel Makit, etc., Ando Michel, et ainsi de suite. Ce sont Minja Hilaire, ce sont ceux qui nous ont formés, accueillis et nous ont permis de cheminer avec l'UPC jusqu'à maintenant. Donc je tenais à faire cette précision pour dire que, effectivement, à l'époque, nous étions dans la clandestinité, et toute la lutte que nous avons eu à mener, donc du milieu des années 70 jusqu'en 90, on était dans la clandestinité. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait se faisait clandestinement. Nous fonctionnions avec des pseudonymes. Et évidemment, toute notre activité, nous, en diaspora, consistait à alimenter le front intérieur et à tout faire pour que le front intérieur continue à exister, malgré sa faiblesse, malgré ses difficultés, malgré la répression. Et donc, j'indique ça pour dire qu'à aucun moment, il n'y a rien eu. Il y a eu le vide, c'est-à-dire qu'on se battait. Et en 1976, on a réussi à
effectivement reconstruire le parti. Et en 76, il y a eu des manifestations, enfin pas manifestations, non, je vais bien trop loin là en parlant de manifestations. Il y a eu des distributions de tracts dans plusieurs villes du pays, notamment à Douala, Yaoundé, etc. Et malheureusement, les réseaux ont été démantelés. Les réseaux clandestins ont été démantelés. Apparemment, bon, il y a eu des loupés, etc. Et il y a eu plusieurs dizaines de nos camarades qui ont été arrêtés en 76, pour vous dire, qui n'ont été libérés qu'en 82-83, c'est-à-dire après l'arrivée de Paul Biya. Donc, vous voyez un peu. Alors tout ça, évidemment, sans procès. Sans jugement, sans rien, sans chef d'inculpation. Beaucoup de nos camarades ont été très torturés et en sont sortis, pour certains, très abîmés physiquement. Bon, ça n'a pas empêché... Oui, pardon, tu voulais me demander quelque chose? Et ça n'a pas empêché qu'on continue, bien évidemment, la lutte dans des conditions extrêmement difficiles. Les années 80 sont des années très difficiles, mais où il y a un élargissement, c'est-à-dire qu'on sort du seul cercle des militants de l'UPC et on arrive à sensibiliser, à mobiliser d'autres patriotes, à faire en sorte qu'un début de société civile se manifeste. Et à ce moment-là, effectivement, y compris des corps de métier, notamment les journalistes, etc., commencent à s'organiser. Arrestation, hein, sans arrêt, arrestation, dès que ça bouge dans un secteur, les journalistes, les avocats, les étudiants, sans arrêt des arrestations, évidemment pas de chef d'inculpation, pas de procès, souvent des tortures, des gens qui disparaissent, et très fréquemment dans toutes ces vagues je fais vite puisque apparemment il faut faire assez vite pour effectivement parler de l'actualité, et c'est vrai que c'est important de parler de l'actualité. On arrive aux années 90. Alors, les années 90 sont quand même préparées par tout ce qui se passe dans les années 80. Je rappellerai qu'on a eu plusieurs de nos camarades qui ont été arrêtés, mais également des gens comme comment dirais-je, un avocat un grand avocat, Marcel Yondo, qui est un grand avocat du barreau camerounais qui a été arrêté, Henriette Ekoué, je cite des noms un peu connus pour vous dire que voilà, tous ces gens ont été Ekane Anissé, etc. Ils ont été arrêtés, condamnés souvent à 3, 4, 5 ans de prison. Bon, qu'ils n'ont pas toujours fait, heureusement d'ailleurs, mais voilà, toujours des arrestations, toujours le même processus. De toute façon, il ne faut que rien ne bouge, rien ne se manifeste, etc. Et on arrive aux années 90, donc 90, c'est la revendication des conférences nationales en Afrique, hein, donc dans beaucoup de pays africains, on réclame les conférences nationales. Le Cameroun ne fait pas exception à la règle. Donc on revendique également conférence nationale au Cameroun, et il y a des manifestations, et, bon, beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, de distribution de tracts de secteurs divers et variés qui se mobilisent. Et le subterfuge qu'a trouvé le pouvoir, c'est de convoquer. Ils ont donc finalement ouvert au multipartisme, on est revenu au multipartisme, souvent avec des gens qui eux-mêmes étaient sortis du parti unique, hein. C'était très fréquemment ça. Il faut dire que la classe politique, ça explique aussi peut-être un peu d'autres difficultés. L'essentiel de la classe politique camerounaise, pour beaucoup, sans porter de jugement de valeur, mais ce ne sont pas forcément des opposants qui portent la rupture avec le néocolonialisme. C'est-à-dire de dire stop, notre indépendance, nous ne l'avons pas obtenue, nous n'avons pas réussi à la conquérir, malheureusement, malgré tous les sacrifices qu'on a pu faire, y compris dans la lutte armée, et les millions, les milliers de gens qui ont été, enfin, malheureusement, qui se sont sacrifiés pour cette indépendance. Et il faut qu'on en passe par là, il faut qu'on arrive à conquérir cette indépendance. Et beaucoup de gens ne sont pas dans cette rupture-là, parmi les opposants. Beaucoup de ces opposants sont eux-mêmes des éléments qui sont issus de l'ancien parti unique, hein, pour vous donner un peu le profil de ce qui peut expliquer le fait que nous soyons aussi en difficulté pour construire une vraie alternative, un vrai rapport de force, parce que ceux qui veulent cette rupture-là sont finalement assez peu nombreux pour le moment, hein, ou alors pas encore organisés. Vas-y. Oui. Donc voilà. D'accord. Donc 90, on obtient effectivement ce multipartisme. Alors la manière dont Paul Biya a contourné l'exigence de la conférence nationale, c'est qu'il a convoqué une tripartite.
Donc, en convoquant un certain nombre de partis qui avaient été, enfin, qui s'étaient constitués depuis 90, mais qui étaient vraiment des partis qui n'avaient de parti d'opposition que le nom. Et on a fait comme si, finalement, cette tripartite pouvait nous économiser une conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine qui permettait qui normalement dans d'autres pays ont permis de convoquer toutes les forces vives, toutes les forces qui réclamaient le changement, etc. Donc au Cameroun, malheureusement, les choses ont été squeezées de cette manière-là, et du coup, voilà. Donc, le pouvoir a choisi ses interlocuteurs. Absolument. Ce qui peut aussi faire un lien avec le présent. Donc il y a quand même toute une mouvance, toute une dynamique et une volonté, malgré tout, que toutes les forces du changement ou prétendument qui veulent le changement se mettent ensemble. Donc il y a eu beaucoup de regroupements, de fronts, de coalitions qui ont été mises en place. C'est d'ailleurs une coalition qui a permis à John Frundi d'être le candidat d'une coordination de partis d'opposition. Donc il y a eu plusieurs tentatives et la plateforme a été élaborée. Donc, nous, on faisait partie de cette coalition et on a contribué très fortement à l'élaboration de cette plateforme. Et John Frundi a été le candidat unique en 92, donc de cette coalition. Et ça a permis... Il a gagné. En 92, John Frundi a gagné. Sauf que les résultats ont été inversés. La proclamation des résultats, parce que autant vous dire que tout l'appareil, le code électoral et tout l'appareil électoral est totalement phagocyté par le parti État, et ils ont inversé les résultats et donc ils ont proclamé Biya vainqueur. Et on arrive donc à un petit mot quand même de 2008. Oui, 2008, c'est la dernière très grosse répression que nous avons subie avant celle-ci. 2008, c'est la jeunesse qui se mobilise, qui se réveille. Dans beaucoup de villes du Cameroun, la jeunesse se mobilise, se réveille, etc. Et réclame et se bat contre la vie chère. Et se mobilise également contre le tripatouillage de la Constitution, parce que Paul Biya voulait prolonger son règne, effectivement, il n'y a pas d'autre mot, et donc il fallait pour ça tripatouiller la Constitution, et la jeunesse, notamment la jeunesse, entre autres, mais la jeunesse cette fois-ci s'est bien mobilisée, et malheureusement, alors que plein d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs se battaient contre la vie chère, etc. Il y a ce qu'on a appelé à l'époque les émeutes de la faim. Au Cameroun, il y a eu 150 morts, au minimum. On a parlé d'une dizaine de morts, mais on sait de façon absolument certaine qu'il y a eu 150 morts au minimum à cette époque-là, notamment de très jeunes gens. Dont un bon nombre ont été pris en étau sur le pont du Vouri à Douala, un grand pont qui s'appelle le pont du Vouri, et ils ont été pris en étau sur ce pont-là. On les a tirés comme des lapins. Certains se sont jetés dans le Vouri, d'autres ont pris des balles, et en tout cas il y a eu au moins minimum 150 morts. Donc voilà, on est dans une situation où la répression... Alors la particularité du Cameroun, moi je voudrais dire, c'est que par rapport à d'autres pays du giron de la France-Afrique, c'est que quand même il y a un blackout absolu sur le Cameroun. C'est-à-dire, bien qu'il y ait toutes ces luttes, bien qu'il y ait un parti historique qui continue à exister, qui continue à porter une vraie alternative, bien qu'il se passe des choses monstrueuses, encore aujourd'hui, il y a 2 régions qui sont à feu et à sang, dont Michel va nous parler tout à l'heure. On est dans une situation où on a près de 500 000 personnes qui sont des déplacés intérieurs et extérieurs. On ne parle quasiment pas du Cameroun. Donc ça, c'est un... J'allais dire un mystère sans en être un, mais à ce point-là, c'est quand même invraisemblable. Et c'est pas faute de sensibiliser et d'interpeller les médias. Moi, je peux vous dire que nous, on le fait. Donc voilà. Je m'en arrêterai là pour le moment. Merci Augusta. Effectivement, ce silence sur la guerre d'indépendance, silence sur les exécutions, silence sur l'assassinat, tu disais, de Ouandié. Et c'est le moment où Mongo Betty essaie de publier en France Main basse sur le Cameroun, et qui va être censuré pendant des années en France et qui devra être republié quelques années plus tard.
Silence en 2008, au moment où par contre on nous parlait beaucoup de ce qui se passait au Tibet, où au même moment des émeutes étaient réprimées par la Chine, ce qui était très grave et il fallait en parler, mais par contre on ne parlait pas de ce qui se passait au Cameroun. Et effectivement, aussi ce que je retiens moi de toute cette séquence, c'est que la difficulté pour des jeunes comme Michel, qui n'ont connu que Biya comme président, parce que Michel, je l'ai dit, elle a 32 ans, donc Biya était au pouvoir déjà depuis 4-5 ans quand elle est née, et aussi de grandir dans un pays où l'imaginaire collectif est marqué par des échecs des mobilisations. Alors, des mobilisations qui sont héroïques, on l'a dit, mais qui ont mené à des échecs parce qu'elles ont été hyper violemment réprimées. Où on pourrait comparer par exemple au Burkina Faso, où il y a eu une culture aussi de victoire en 66, la révolution sankariste ensuite, et puis 2014 plus récemment. Cette difficulté au Cameroun, qui est pour moi un élément majeur d'admiration pour les gens qui aujourd'hui se battent au Cameroun malgré ça. Et pour venir sur l'actualité, alors, on a parlé de deux crises, on pourrait, il y a aussi évidemment un autre front, parce qu'en 2013, le slogan de Paul Biya, c'était sur les t-shirts et tout ça, au Cameroun, on voyait le président de la paix. Paul Biya, c'était le président de la paix, il n'y avait jamais eu la guerre au Cameroun sous Paul Biya. À partir de 2013-2014, il y a eu les attaques de Boko Haram au nord et à l'extrême nord. Et un front s'est ouvert dans ce pays-là. On pourra éventuellement en dire quelques mots, puisque ça a été aussi marqué par une répression terrible, des crimes, des exécutions extrajudiciaires. Des vidéos ont buzzé sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et il ne s'agit pas du tout de minimiser non plus ça. Et d'autant plus que cet argument de la lutte contre Boko Haram et de la guerre contre le terrorisme est un argument qui permet aujourd'hui aux diplomates français d'assumer, quand nous, en tant qu'ONG, on les interpelle, le fait que le régime camerounais reste un partenaire de la France, puisque la guerre contre le terrorisme est une priorité de la diplomatie et de l'armée française. Donc cet élément est central pour comprendre aussi la relation franco-camerounaise, mais pour venir aux autres crises par lesquelles le pays est en train de craquer et de s'effondrer un peu de toutes parts. On voulait parler de la guerre dans les deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-être qu'avant d'en dire un mot, on peut mettre la petite vidéo et ensuite je te laisserai la parole. On parlait du silence sur ce qui se passe. On a récupéré un documentaire qui a été diffusé par la BBC et non pas par un média français. Un petit reportage de 9 minutes et qui est diffusé en juin 2018, donc il y a déjà plusieurs mois, et qui a l'avantage de donner un peu une idée de ce qui se passe. De ce qui se passe dans le pays. Alors j'espère que le son va marcher parce qu'on avait quelques petits soucis. Oui, je crois qu'on entend. Il y a quelques images un peu choquantes. Ceci dit, ça n'a rien à voir avec certaines images que vous pouvez, comme moi, peut-être recevoir via les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qui a été diffusé sur la BBC, donc ils ont quand même une certaine retenue dans ce qui a été annoncé. Je ne sais pas s'il faut éteindre pour qu'on voit un peu mieux. C'est là-bas, sinon. Ouais, Marion y va. Merci. Monasiam, mais le Hawa Lashi. Monasiam, This is the village of Kukembongo in Cameroon, being burnt to the ground. In Cameroon, being burnt to the ground. For months now, images like these have been pouring out of Cameroon on social media. Some show burning villages, others record acts of torture, some show burning villages, others record acts of torture. Many are too graphic to show. Taken together, these films show a country sliding into civil war as the government tries to suppress an armed insurgency. So, what's going on? Africa Eye has analyzed some of these videos, checked them against satellite imagery, spoken with eyewitnesses on the ground. For the first time, we show you who is committing these atrocities and why. This is a conflict that has been building for decades.
This at its root is a division between Cameroon's French-speaking majority and its English-speaking minority, concentrated in the west of the country. And its English-speaking minority celebrated their newly won independence. Something to bang the big drummer. Their newly After won Cameroon gained independence in 1960, the two parts of the country formed a single nation. The two parts of the country formed some a English single speakers nation. felt they'd been forced into the new Even republic. then, some English speakers felt they'd been Ever since, forced into the Anglophones new have republic. complained that their regions are neglected Ever and since, excluded Anglophones from have power. complained We that went their to court regions today, are neglected they refused and us to enter the excluded court. from power. The current We went to conflict court began in today, they refused us to 2016 enter the court. when lawyers, The current students, and conflict teachers began in took to the streets to 2016 protest. when lawyers, students, Activists and were teachers arrested. took to the Several streets to protesters protest. were shot by security Activists were forces. arrested and several The protesters were shot crackdown by security intensified forces. Anglophone resentment, fueling The demands for crackdown secession, intensified Anglophone transforming resentment, this into an fueling increasingly demands for violent secession, rebellion. and transforming this into an increasingly violent rebellion. By late 2017, separatists were symbolically proclaiming the By late independence of a 2017, new state separatists were that they call symbolically proclaiming the Ambazonia. independence of a new state that they call Ambazonia. Since then, there have been reports of atrocities on all sides. Kidnappings, There have been reports extrajudicial of killings, atrocities on all burnings sides. of villages. Kidnappings, extrajudicial killings, and burnings of villages. This is one of those villages, seen in a video recorded in April this This year. is one of those villages, seen in a video recorded in April this year. The film shows a unit of at least 13 soldiers setting The fire film to a shows a house. unit of at least 13 The location soldiers can be setting confirmed by fire to a matching house. buildings to satellite imagery, The location as well can as be by fire confirmed damage by matching in buildings this to subsequent satellite video imagery, from the as same well as village. by fire damage in this subsequent video from These the same men village. appear to be government troops. The fatigues, These the men helmets, appear and the to be black webbing government are all troops. consistent The with those fatigues, worn by the Cameroon's helmets, and the Rapid black Intervention webbing are all Battalion, consistent an with elite those worn army by unit Cameroon's that has been Rapid trained Intervention by Battalion, US and an Israeli elite army forces. unit Here they that are has been again trained in a by 2016 US video, and Israeli seen with the forces. distinct Here they are again BIR in a on their webbing. 2016 video, seen with the A distinctive local BIR resident told on the their BBC webbing. that the troops who destroyed houses in A local Azi resident told belonged the to the BBC BIR. that the troops who destroyed But houses a government in Azi minister said belonged that the to the identity of the BIR. men in this video But is a government unclear. minister said that the identity of the men in this video is unclear. Vous savez, la tenue militaire la tenue militaire pour perpétrer leur fait, et c'est cela, nous perpétrer leur fait. Et l'épisode de cela, nous avons fait l'objet d'une investigation afin qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Une investigation afin qu'on sache exactement ce qui s'est passé. A few days later, in early May, this video was posted A to few days Facebook. later, in early May, this video was posted We've to examined the Facebook. footage frame by frame and confirmed that We've this was examined filmed the in the footage village frame of by frame Kukembomo. and confirmed that this was filmed in the village of Kukembomo. The satellite image is from April 16th, 2018. This satellite image Lower is from April resolution imagery 16, from after the 2018. raid clearly shows Lower that by May resolution imagery 22nd, from after many the of these raid buildings clearly have shows been that by destroyed. May 22nd, many of these buildings have been destroyed. Amateur footage also captured an attack on the village of Munyenge on April Amateur footage 29th. also captured an attack on the village of Munyenge on April 29th. This video shows the town center ablaze and reveals This distinctive video shows the landmark, town which center can be seen ablaze again and in a reveals video this of the distinctive aftermath landmark, posted on which May can be 4th. seen again in a video of the aftermath posted on May 4th. Satellite imagery from before and after this attack shows the extent Satellite of imagery destruction. from before and after this attack BBC shows the has spoken with extent of 3 the residents of destruction. Munyenge who all say The that the village BBC was has spoken destroyed with by 3 government residents of forces. Munyenge who all say that the village was destroyed by government forces. When it came to the destruction of civilians, everybody ran into that day and killed them. To shock the civilians on that same song that day and killed them. In the evening morning of that same song, they burnt one full quarter, burning a few houses around the on more. They burnt one continued quarter. They killed one person, get off his body, and the corpse was rotting there until one person get off his body and buried, and the corpse was rotting there until nobody could. These are not isolated incidents. The
Analysis of satellite imagery shows extensive fire damage in villages across the southwest region. Kwakwa, Bole, Kumukule, Kumekora. We cannot confirm who was responsible for torching these villages, but lawyer and activist Admiral Congo blames government forces. From reports that we gathered, we've done there'll be at least close to 70 villages to some of the villages. There'll be at least close to 70 villages that have been burned down, that have been abandoned, have the been government burned down. denies this. The government denies this. Government forces have also been accused of unlawful killings and torture. This video, recorded in May 2018, appears to show Cameroonian gendarmes torturing a separatist commander. The full video is too graphic to show, but the men inflicting this beating are repeating the phrase, "You've killed gendarmes." Our analysis of the video places it outside the National Gendarmerie in the village of Mukongwe. The government told us that they are investigating this incident. It's not just the government committing these abuses. Separatist rebels have also killed Cameroonian security forces and attacked civilians accused of working with the government. Cameroonian authorities say that 81 members of the security forces and more than 100 civilians have been killed by separatists in the past year. The rebels have also attacked and burnt down schools. This teacher was shot for keeping the school open. This new video shows a village chief being beaten, apparently by a rebel militia. His tormentors are threatening to kill him if the government doesn't respond within 24 hours. Thousands of families have been forced from their homes by the fighting. 21,000 people have fled across the border into Nigeria. The UN estimates that a further 160,000 are displaced within Cameroon. Many, like the people shown in this video, are still hiding in the forest. Bon. Voilà, l'avantage de ce reportage, c'est quand même qu'il permet aussi de donner une idée de cette réalité dont on va parler, avec, en lien avec ce qu'on a dit avant, le fait qu'on a très peu d'informations, puisqu'on parle du silence, mais il y a assez peu de journalistes qui font ce travail. Je le répète, ça s'est passé sur la BBC en juin l'année dernière. Les chiffres, du coup, sont datés. Depuis, on a encore assez peu d'informations, mais les chiffres officiels qu'on a du mois de novembre sont qu'il y aurait 30 à 40 000, selon les sources, réfugiés au Nigeria, 30 000 selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 40 000 selon l'État nigérian qui les accueillait. Ça, c'était à l'automne dernier, enfin automne pour nous, et plus de 400 000 déplacés internes. Ça, c'est les chiffres du 9 novembre du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc effectivement, en novembre, on avait 1,5 million quasiment de personnes déplacées ou réfugiées, comme le disait tout à l'heure Augusta. Depuis, ça s'est aggravé, ça a continué et ça s'est potentiellement aggravé. Et je vais laisser Michel
compléter par rapport à ça. Si tu veux dire un mot sur la PGDK, peut-être avant, puisque je l'ai présenté très brièvement en introduction, mais sinon, on peut aller au cœur du sujet. Peut-être après, je dirai un mot sur la PGDK. Par rapport à la crise anglophone, je vais refaire un peu l'historique. Alors, la crise commence par des revendications corporatistes, notamment des revendications des avocats, qui, à ce moment-là, avaient quand même des revendications assez spécifiques sur la façon dont les choses étaient traitées là-bas. Il faut préciser qu'au Cameroun, on peut dire qu'on a deux systèmes judiciaires. La partie francophone qui a une justice qui est directement héritée de l'administration coloniale française, et la partie anglophone qui a une justice qui, elle, est un peu du common law. Donc, les usages sont quand même différents. Et donc, une bonne partie des revendications des avocats, c'était de dire nous sommes dans une zone comme le sud-ouest où il y a 19 magistrats et dont 17 sont des francophones, ce qui n'est absolument pas normal. Mais ce sont des personnes qui, en plus, maîtrisent en majorité la justice française que le common law qui est appliqué ici et qui force les personnes finalement qui ont des problèmes en justice à s'exprimer en français alors que nous sommes quand même dans une zone dite anglophone et où il faut même dire que dans ces zones-là, on parle moins l'anglais british que nous connaissons que le pidgin. Donc, ce serait même déjà difficile de dire à ces personnes-là de s'exprimer en anglais et combien de fois en français. Donc tout est parti de là. À la suite des revendications des enseignants est intervenues les revendications, à la suite des revendications des avocats est intervenues les revendications des enseignants qui, eux, avaient aussi des revendications très spécifiques. Je le précise parce qu'une bonne partie, la première réaction, notamment celle du président de la République, a été de dire il n'y a pas de problème anglophone. Et une bonne partie de la partie francophone disait, en fait, dans les zones anglophones, on a les mêmes problèmes que partout au Cameroun, qui sont des problèmes économiques. Alors qu'en plus des problèmes économiques, la crise anglophone est quand même partie des problèmes spécifiquement qu'on ne retrouve que dans cette zone-là. Donc, il y avait dans les revendications des enseignants qui, elles, étaient de dire aussi qu'une bonne partie des enseignants affectés là-bas, même si elles ne parlent pas anglais, ne sont pas des natifs English et ont quand même des difficultés à enseigner les enfants là-bas. À la revendication, d'abord, la revendication des avocats a été tout de suite très violemment réprimée. On le voit d'ailleurs au début de la vidéo. Ensuite, à celle des enseignants, l'État a répondu en octroyant une subvention d'environ 3 milliards de francs CFA, ce qui a encore aggravé la crise parce que la revendication n'était pas financière, évidemment. Et à la même période, on a encore nommé des enseignants francophones dans cette zone-là, comme une sorte de chien à bois, la caravane passe. Et après, il y a eu la revendication des étudiants qui, elle aussi, a été très violemment réprimée. Alors, à cette période-là, il y a quand même un groupe qui s'appelle le Consortium, qui est composé d'avocats, d'enseignants et de membres de la société civile, qui va commencer des négociations avec l'État. Mais au début de la crise, il y a quand même des leaders comme Mancho BBC qui ont été des éléments de la crise. Et la revendication principale du consortium était de dire il faut commencer par libérer les leaders qui ont été arrêtés. Et le débat fédératiste commençait à s'imposer. C'est-à-dire qu'on est parti du débat des revendications corporatistes quand même à une progression des discussions sur la forme de l'État. Voilà, la décentralisation ne fonctionne pas. Peut-être qu'on devrait parler de fédération pour arriver finalement à la sécession qui est là maintenant. Donc les deux groupes n'ont pas pu s'entendre parce qu'évidemment à ce moment, il était totalement inacceptable pour l'État de libérer les personnes qui avaient été arrêtées. Une bonne partie sont encore en prison en ce moment. Et il n'était pas question aussi à ce moment pour l'État, comme il n'était toujours pas d'ailleurs question de discuter de la forme de l'État. Et donc, face à cette situation-là, l'État va décider non seulement de dissoudre le consortium, de décider qu'il n'a jamais existé juridiquement alors que c'était un groupe avec lequel il dialoguait, et d'arrêter les leaders du consortium. Certains vont s'exiler, d'autres iront en prison comme Agbo Congo qu'on voit dans la vidéo. Et à partir de ce moment-là, la crise va totalement dégénérer. Les revendications, en fait, étaient... il y avait des personnes avec lesquelles on pouvait négocier. Mais là,
on va dire que les personnes qui pouvaient négocier vont être arrêtées et il naîtra dans différentes parties de ces deux zones-là des sortes de milices parce que là, le contrôle a été perdu à partir du moment où là maintenant on ne sait pas véritablement. Il n'y a pas je veux dire qu'il n'y a pas une armée anglophone qui combat contre une armée francophone. Il y a des milices éparses, souvent très mal organisées avec des armes complètement basiques de chasse, comme on peut le voir dans la vidéo où on a un enseignant sur lequel on a tiré. Donc, il y a des petites milices éparses qui, elles, ont commencé donc à se former, surtout à cause de la façon violente dont les choses étaient réprimées. Et ça, des personnes qui n'étaient pas du tout formées, qui n'avaient pas un passé militaire, qui n'avaient pas de compétences militaires, ont commencé à rejoindre les groupes parce que elles avaient perdu une personne, parce qu'elles étaient contre la radicalisation de la crise, parce qu'elles étaient contre la façon dont les choses étaient menées. Donc progressivement, on est parti de revendications corporatistes à ce qu'on peut appeler une guerre. J'ai plus envie de dire civile maintenant que Thomas a expliqué bien la différence progressivement à la situation dans laquelle on est en ce moment. Alors, depuis fin 2016 où la crise a commencé, il y a eu beaucoup de morts, mais j'avais envie de donner les chiffres spécifiques de 2019 parce que le reportage date quand même de 2018 et il faut dire que la situation continue de s'accentuer. Contrairement au Grand Nord où il y a une petite accalmie avec Boko Haram, dans les régions anglophones, la crise continue d'être vraiment compliquée. Donc, à l'occasion du 11 février, qui est quand même une date assez sensible pour les anglophones, eux, ils avaient lancé 10 jours de Ghost Town parce que il faut dire que les villes mortes, Ghost Town, oui, ce sont des villes mortes, c'est des journées où toute activité est complètement arrêtée dans la région et c'est un des premiers moyens de mobilisation qui a été utilisé par les anglophones depuis le début de la crise. Donc, vous avez une région où pendant une journée, personne n'a le droit de sortir, aucune boutique n'est ouverte, les petits commerces, vraiment tout est arrêté. La ville est une ville fantôme, d'où le thème Ghost Town. Donc, ils avaient lancé 10 jours de Ghost Town entre le 5 et le 14 février. Parce que de l'autre côté, dans la zone francophone, on célébrait quand même le 11 février qui est devenu une fête, une sorte de semaine de la jeunesse. Donc, je vais donner un peu les chiffres juste de février. Et ce sont les chiffres de International Crisis Group pour dire que vous pouvez facilement les vérifier. Voilà. Donc, mon ordinateur m'a lâché. C'est plus de 100 morts. Et dans ces morts-là, comptez les militaires, les séparatistes et les civils dans la répression qui a suivi. Parce que pendant ces 10 jours de Ghost Town, il y a eu beaucoup d'affrontements entre les séparatistes et les militaires. Voilà, j'arrive pas à ouvrir mon fichier. Il y a eu 170 écoliers qui ont été enlevés dans une école à Kumbo, oui, mais ils ont été relâchés 10 jours plus tard. Il y a eu l'hôpital de Kumbo qui a été complètement brûlé, alors que c'était un hôpital hyper important dans la zone parce que beaucoup de blessés à cause du conflit allaient se soigner là-bas. Et il y a quand même eu 2 personnes qui ont été brûlées vives sur leur lit parce qu'elles étaient mal en point et qu'elles ne pouvaient pas se lever. Et il y a eu des affrontements autour du 6 février où il y a eu environ 47 morts. Donc rien que pour le mois de février, on compte un peu plus de 200 morts seulement dans les 2 régions anglophones. Et là, il faut vraiment voir tout le monde, à la fois militaires, séparatistes et civils. Donc pour dire que depuis fin 2016, je pense qu'on a déjà dépassé le millier de morts dans cette zone-là et que la situation est très préoccupante. Alors tout le monde connaît la solution à la crise, c'est le dialogue, parce que ceux qui connaissent le Cameroun vous diront que la population anglophone, malgré le fait qu'elle avait des revendications très spécifiques, n'était pas séparatiste. Le groupe, par exemple, qui a commencé avec les revendications séparatistes, qui était le FNCC, était un ancien mouvement qui datait des années 70 et dont le discours ne prospérait pas auprès de la population.
le discours s'est radicalisé au fur et à mesure de la répression des différentes mobilisations. Et moi, je pense que véritablement, si un dialogue franc est engagé, on peut arriver à ne pas déboucher sur une sécession entre les deux parties. Mais il faut quand même poser le débat sur la nature de l'État et quand même poser le débat sur la guerre qui est menée en ce moment et la façon dont les choses sont faites. Alors l'Église a commencé à travers, bon je dirais pas l'Église parce que c'était pas toute la conférence épiscopale, c'était le cardinal Christian Toumi qui avait fait un premier pas vers l'État en proposant lui d'être une sorte de courroie de transmission entre les différents groupes pour l'organisation d'une grande conférence nationale au sujet de la crise. Et l'État a botté en touche à chaque fois en disant que sa sécurité à lui-même n'était pas assurée et que, bref, pour des raisons qui, ma foi, ne justifiaient pas vraiment qu'on n'organise pas ce genre de conférence. Et donc voilà, le dialogue ne se fait plus entre les deux parties et ça va vraiment dans tous les sens. Les pertes sont terribles parce que vous voyez des villages entiers sont brûlés, des personnes meurent et ce n'est pas que du côté des séparatistes en fait, ce n'est pas que du côté de la population civile. Je veux dire, ces militaires qui meurent au front, tués par des Camerounais, c'est aussi des Camerounais, c'est aussi nos frères. En fait, le pays ne gagne finalement rien dans cette guerre interne dont on pourrait se passer parce qu'on a par exemple Boko Haram où l'ennemi est beaucoup plus extérieur et beaucoup plus connu et beaucoup plus difficile à combattre. Alors, par rapport à la situation politique, je ne sais pas, j'enchaîne? Ben, écoute, oui, si je pense qu'on va enchaîner là-dessus, effectivement, parce que sur le fait que tu dis que la situation s'est aggravée, tu donnais quelques chiffres pour le mois de février, et c'est vrai que depuis ce reportage, il y a notamment eu l'élection, la parodie d'élection présidentielle en octobre, donc tu vas nous évoquer ce processus et ce qui s'est passé depuis, mais en lien sur la guerre interne dans les régions anglophones. Il y a le fait que Paul Biya, lors de son discours d'investiture ou lors de son discours à la Nation le 31 décembre, a envoyé non pas un message de dialogue, mais un message très clair de fermeté vis-à-vis des anglophones, et ce qui est perçu, interprété comme le fait de donner les coudées franches à l'armée pour la répression. Mais effectivement, maintenant, on en vient justement à cette autre crise qui a fait que en France, on a presque un peu plus entendu parler du Cameroun dans certains médias. On a plus parlé finalement, non, certains médias, mais je veux dire que les quelques articles de presse qu'on a pu voir sont plus liés à la crise post-électorale qu'à la guerre dans les régions anglophones. Et effectivement, donc Biya s'est organisé cette élection et a été réélu en octobre dernier. Donc je t'en prie, vas-y, déroule maintenant sur tout ce que ça a donné ensuite comme mobilisation et comme répression. Ok. Alors, sur les élections, peut-être faire aussi un petit retour, entre guillemets, historique, c'est de dire que les dernières élections d'octobre 2018 ont eu ceci de particulier que pour la première fois, on avait le Conseil constitutionnel. Il faut bien comprendre que depuis, le contentieux électoral était géré par la Cour suprême, alors que d'après les textes du Cameroun, le Conseil constitutionnel, c'est vraiment le juge électoral par excellence. Donc, le président de la République a nommé les membres du Conseil constitutionnel peu avant les élections et ils ont eu la très bonne mauvaise idée pour eux de diffuser le contentieux électoral à la télé. Et le Cameroun s'est arrêté pendant, je vous assure, 3 ou 4 jours. Tout le monde était devant un écran, dans un bar, pour suivre vraiment les audiences du Conseil constitutionnel. Alors, les audiences du Conseil constitutionnel ont réussi véritablement à montrer une chose, pour moi. Elles ont réussi à montrer que le code électoral camerounais est taillé à la mesure du président de la République, c'est-à-dire Paul Biya. Parce qu'on a quand même vu plusieurs partis politiques, notamment le MRC, qui avaient des éléments pour montrer que la loi était injuste et qui a plusieurs fois interpellé le président du Conseil constitutionnel en leur disant non pas ce que la loi prévoyait, mais en lui disant une très belle phrase qui est restée au juge dans l'imaginaire populaire au Cameroun: vous avez la compétence de votre compétence. Donc vous pouvez vous-même décider d'être pionnier en décidant de faire les choses autrement. Malheureusement, il n'a pas exploité cette
compétence-là. Parce qu'il faut dire quand même que toutes les lois qui ont été appliquées dans le cadre de ce contentieux étaient des lois qui étaient prévues par le texte. Donc, le président du Conseil constitutionnel n'a pas violé la loi. Mais par contre, on s'est rendu compte que le texte était vraiment sur mesure pour le parti au pouvoir et pour le RDPC. Je vous prends un exemple. Pendant longtemps, la société civile a travaillé sur la protection du vote dans le bureau de vote. On disait aux gens, allez voter, restez dans votre bureau de vote, notez vos résultats, publiez vos résultats. Mais avec le Conseil constitutionnel, on s'est rendu compte qu'il y avait la commission départementale du vote qui, elle, avait la possibilité dans la loi de changer les résultats et à la faveur d'une certaine harmonisation avec les différentes parties, et qu'en cas de contentieux électoral, c'était le procès verbal de l'ECAM qui faisait foi. Donc vous pouvez avoir un scrutateur d'un parti politique qui a passé toute la journée là, qui a son procès verbal. S'il arrive à prouver que les résultats qui sont issus de la commission départementale de vote ne sont pas les bons, on va comparer son procès verbal à celui de l'ECAM, et c'est celui de l'ECAM qui va faire foi. Donc, et l'ECAM, c'est Election Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections. Donc, ce Conseil constitutionnel-là qui a été diffusé, vu par tout le monde, a réussi à montrer que le vrai combat désormais sur les élections devrait être la modification du code électoral pour un code plus consensuel. Mais certains partis politiques, un parti politique, notamment le MRC, a estimé que la victoire a été volée. Bon, le Conseil constitutionnel a aussi montré qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Parce qu'il faut dire quand même que même les propres chiffres de l'État, mathématiquement, ne concordaient pas. Les chiffres du Conseil constitutionnel dépassaient 100% de pourcentage. Donc, il y avait quand même eu, ça a aussi montré la preuve qu'il y a eu des tripatouillages et que les chiffres ne donnaient pas. Et donc, il y a eu Maurice Kamto qui a estimé qu'il avait gagné les élections et que sa victoire avait été volée. Et au lendemain de la présidentielle, il a donc lancé ce qu'il a appelé les mouvements contre le hold-up électoral. Donc, ils ont organisé les premières mobilisations en fin d'année qui se sont souvent soldées par la répression, notamment cette fameuse photo de Michel Ndoki, une des avocats du MSC, dans une rigole. Et le 26 janvier, ils ont encore lancé une autre mobilisation qui, elle, non seulement a vu quand même des personnes, on a tiré à balles réelles sur des personnes. Alors, même si le fusil peut poser débat, ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là ont été blessées, et moi, je peux le témoigner personnellement. Et la deuxième chose, c'est donc que Maurice Kamto a été arrêté, non pas, il faut le préciser à l'occasion de cette mobilisation, parce qu'il a été beaucoup plus tard, il a été arrêté beaucoup plus tard dans un domicile avec 160 personnes, et que ces personnes-là sont actuellement jugées, en tout cas l'État veut les juger par un tribunal militaire, ce qui est complètement contre la loi camerounaise qui dit précisément que les civils ne doivent pas être jugés par un tribunal militaire. Donc il y a ce procès-là qui piétine parce que il y a une loi très dure, une loi antiterroriste très dure qui a été votée depuis 2014 et qui d'ailleurs n'a beaucoup servi plus que pour la société civile. Moi, venant de Dynamique Citoyenne, je sais dans le cadre des arrestations de Jean-Marc Bikoko que c'est cette loi-là qu'on avait utilisée pour leur donner des gardes à vue administratifs de plus de 14 jours. Qui est donc des militants qui ont été arrêtés en 2015, septembre 2015, pour avoir organisé une rencontre sur le thème de l'alternance au pouvoir. Et ça, cette réunion a été interrompue par la police et ils ont passé plusieurs jours en cellule et donc poursuivis pour cette loi et toujours en attente de procès. Si je ne et donc je sais que, enfin, et Maurice Kamto essaye de ne pas se faire juger par un tribunal militaire parce qu'il sait évidemment que les charges seront beaucoup plus hautes. Alors toutes les audiences qui ont tenté d'être organisées depuis le début se sont heurtées à ce point-là parce qu'il exige quand même du tribunal militaire, si finalement on décide de le juger, un papier qui dit clairement que le tribunal militaire a la compétence de juger des civils au Cameroun. Donc le procès n'a pas commencé et ces personnes-là sont encore en prison. Voilà. Merci Michel pour ces précisions. Et effectivement, il
et ce durcissement aussi auquel on assiste, en tout cas en observateur extérieur, de la répression au Cameroun, une répression qui est souvent passée par des méthodes qui se diffusaient jusque dans la famille, dans tous les cercles, etc., avec beaucoup d'autocensure, et où en ce moment un regain de répression qui vient aussi peut-être répondre à ce regain de mobilisation que tu évoquais. Un mot tout de même sur la France par rapport à ça et sur les positions françaises. Puisqu'évidemment, l'association Survie, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, on est mobilisé sur la France-Afrique. Alors, je ne rentre pas là-dessus maintenant dans un exposé de la France-Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, la plupart doivent connaître. Simplement vous dire qu'il y a de la doc là-bas et qui explique aussi pourquoi on parle toujours de France-Afrique aujourd'hui, qu'il ne faudrait pas résumer au folkartisme, et que justement, dans cette perpétuation de la France-Afrique, c'est-à-dire de mécanismes d'ingérence, de domination à la fois officiels et officieux dans un certain nombre de pays d'Afrique, anciennes colonies ou non, comme le Cameroun, il y a des volets institutionnels auxquels on s'intéresse particulièrement. Ça va être le soutien diplomatique, ça va être le soutien économique et ça va être le soutien militaire. Alors, sur le plan diplomatique, depuis quelques mois, en fait, l'association Survie, avec d'autres associations, avec le CCFD Terre Solidaire, avec l'ACAT France, qui est Action pour des chrétiens pour l'abolition de la torture, avec Tournons la page, qui est coordonné par le Secours catholique pour travailler justement sur les questions, qui est une campagne internationale dans différents pays d'Afrique sur l'alternance au pouvoir. On a interpellé les pouvoirs publics français, Élysée, Quai d'Orsay, des députés, sur le fait de la gravité de ce qui se passait. Alors on parlait d'abord plutôt de la guerre dans les régions anglophones, début octobre, avec l'inquiétude de l'élection dans ce contexte et de ce que ça pouvait mener, et aujourd'hui évidemment par rapport à la crise post-électorale. La position diplomatique, pour l'instant, ce qu'on nous répond, c'est qu'en gros que la France passe des messages, mais qu'elle passe des messages par des canaux diplomatiques de manière discrète et qu'ils ne veulent pas y avoir ils veulent pas faire de déclarations ouvertes, de condamnations, etc., pour ne pas perdre l'oreille des pouvoirs publics camerounais. C'est un discours qu'on entend régulièrement depuis des années, qu'on a entendu sous différents gouvernements et avec différentes dictatures, et dont on sait d'expérience qu'il ne mène nulle part, mais c'est aujourd'hui le discours qui nous est servi. Simplement, dans les positions diplomatiques, on a pu, alors quand Biya, quand le Conseil constitutionnel a dit que Biya avait été élu avec 71% des voix, donc avec ce tripatouillage électoral dont a parlé Michel, Emmanuel Macron a envoyé un courrier de félicitations à Paul Biya qu'on a retrouvé immédiatement sur le site de la présidence camerounaise, et ça a même alimenté un peu des buzz sur les réseaux sociaux parce que des Camerounais disaient que c'était sans doute un faux et que les biaïstes avaient inventé ça. L'Élysée a confirmé avoir envoyé ce courrier en disant on ne pensait pas qu'il serait publié. C'est touchant de naïveté quand on sait que le précédent courrier d'Emmanuel Macron à Paul Biya au mois de mai avait aussi été publié, donc il ne faut pas non plus nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Ensuite, il y a eu ces félicitations envoyées par Emmanuel Macron. Et puis après la répression de fin janvier au moment des marches du MRC, du parti d'opposition dont a parlé Michel. Alors là, on a eu un communiqué, il y a eu le MAE, le ministère des Affaires étrangères, a été interrogé par la presse. Au moment, plutôt même quelques jours après, 2 jours après, au moment de l'arrestation de Maurice Kamto, donc de cet opposant principal. Et là, le ministère des Affaires étrangères s'est dit être attentif à la situation. Puis Maurice Kamto a été donc inculpé. Donc là, le ministère des Affaires étrangères a dit être attentif et préoccupé par la situation. Et puis, fin février, en réponse à des interpellations par des parlementaires français qui commencent quand même à saisir, alors notamment parce qu'il y a des associations, mais pas seulement, ils peuvent aussi parce qu'ils sont en contact avec la diaspora, avec je ne sais pas qui, et ils interpellent le gouvernement. Et là, il y a eu le fait que, je ne sais plus quel était l'adjectif avant préoccupé, mais c'était très préoccupé, quelque chose comme ça. La France est très préoccupée par ce qui se passe, mais ça ne va pas plus loin. Et quand on leur demande en rendez-vous qu'est-ce qu'ils attendent, notamment aussi peut-être pour qu'il y ait une condamnation au niveau de l'ONU, donc si on est sur des questions diplomatiques, Conseil de sécurité, choses comme ça, ils nous disent que ce n'est pas eux qui porteront ce débat-là dans ces cadres-là, parce qu'ils auraient peur d'être accusés d'ingérence.
Et donc ils attendent finalement, alors qu'ils essaient d'avoir d'autres pays qui pourraient pousser ça. Les États-Unis ont poussé quelques coups de gueule un peu plus forts par rapport à ce qui se passe dans les régions anglophones, notamment par la voix de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, mais aussi par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines qui avait fait quelques déclarations, y compris dans la presse française, mais qui là est allé au Cameroun et tout le monde attendait à ce qu'il fasse des déclarations fracassantes. Et là, par contre, il a juste salué la sagesse de Paul Biya et salué un homme d'État exceptionnel. On ne sait pas trop quelle va être la position de la diplomatie états-unienne. Ils avaient quand même dit, juste avant ce voyage, il avait dit qu'il se posait la question de porter la discussion dans un forum international. Donc on avait plutôt interprété que ça allait être à l'ONU, et on était curieux de voir la position de la France, mais pour l'instant, rien à ce niveau-là. Alors oui, et merci Michel, c'est vrai que les États-Unis, mais je vais y venir après sur les différentes formes de soutien. Il y a le soutien économique, où la France reste un partenaire économique important du Cameroun et où il y a des intérêts économiques importants, même si on ne va pas nier qu'il y a une concurrence plus grande, qu'il y a d'autres entreprises, mais il y a des marchés plus importants, il y a des chiffres d'affaires et des bénéfices toujours extrêmement juteux pour des grandes entreprises françaises. Et au niveau des aides économiques, pour l'instant, il n'y a pas d'inflexion de la France, ni au niveau de l'Union européenne, alors qu'il existe des dispositions dans l'accord de Cotonou pour, quand il y a des violations patentes des droits humains, suspendre, geler la coopération. Pour l'instant, visiblement, on n'en est pas là. La ligne rouge n'est pas franchie. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, en tout cas à leurs yeux. Et puis, il y a un soutien militaire. Alors, la France n'a pas de base militaire au Cameroun. Elle en a dans un certain nombre de pays en Afrique, mais pas au Cameroun. Et par contre, elle a une coopération militaire. Alors, je vous renvoie, là, je vais aller très vite là-dessus, mais on avait sorti, il y a un an, ce rapport sur la coopération militaire avec 3 études de cas, dont le Cameroun. Et à l'époque, on parlait uniquement de la guerre dans les régions anglophones et puis à l'extrême nord avec Boko Haram. Mais pour expliquer en quoi consiste la coopération militaire et en quoi ça nous pose problème. La coopération militaire, c'est la mise à disposition de conseillers, de formateurs et de matériel. Conseillers, ça va être des officiers, sous-officiers français qui vont être en poste, détachés en poste au sein même de l'appareil répressif, au Cameroun, mais c'est valable au Togo, au Gabon, au Congo, dans toutes les dictatures amies de la France. Et puis, c'est donc comme conseiller d'autorité, et nous dit-on, pour finalement chercher à améliorer, à démocratiser, à faire en sorte qu'il y ait moins de violence. C'est le fameux savoir-faire français que Michel Alliot-Marie avait évoqué à l'Assemblée nationale en 2011 au moment de l'insurrection en Tunisie. Ça avait provoqué un tollé, ce qui est malheureux. Enfin, c'était bien que ça provoque un tollé en Tunisie, on aimerait que ça en provoque un aussi sur le Cameroun ou sur d'autres pays. C'est la mise à disposition, je le disais, de formateurs, donc avec des écoles nationales à vocation régionale. Et il en existe 1 ou 2 au Cameroun, donc qui sont avec des officiers des armées de différents pays de la sous-région qui viennent se former, avec des programmes de formation aussi plus ponctuels qui peuvent avoir lieu au sein avec des unités sur place. Et là, la diplomatie française nous dit non, mais on a les militaires qui bénéficient de ça, on s'est assuré que ce ne sont pas ceux qui sont sur le terrain. Qui sont impliqués dans d'éventuelles exactions sur place. Alors c'est bien joli, mais sauf qu'il y a une dimension symbolique extrêmement forte à maintenir ces liens-là, à maintenir des conseillers sur place et à maintenir cette formation quand on sait que ce même appareil répressif est en train de commettre ça. Et puis, quand on voit les arrestations de Michel Ndoki ou des militants du MRC, etc., la gendarmerie camerounaise peut bénéficier de cette coopération aussi militaire avec la France. On a un certain nombre comme ça de liens qui nous posent problème et où la dimension très concrète de cette coopération et la valeur très symbolique qu'elle peut avoir à la fois au sein du régime camerounais, mais aussi vis-à-vis des opposants et des opposantes et des gens qui se battent sur le terrain, n'est évidemment pas à négliger. Et puis il y a la fourniture de matériel. Et alors là, autant sur les ventes d'armes, on n'a déjà pas beaucoup d'infos.
Vous savez qu'il existe un rapport au Parlement sur des ventes d'armes, mais avec des chiffres agrégés où on a très peu de choses. Sur tout ce qui est matériel de sécurité, de maintien de l'ordre, etc., là-dessus, il y a une absence complète de transparence et on ne sait pas finalement ces dernières années, ces derniers mois, ou en ce moment même si ça continue, si du matériel a été fourni. Il y a eu une affaire qui a un peu défrayé la chronique il y a un peu plus d'un an maintenant, qui était le fait que des hélicoptères de combat de l'armée française devait être non, je confonds, c'est au Togo en plus. Alors là, c'était là. Non, mais justement, c'était par rapport au Togo. Et pourquoi le ministère des Affaires étrangères à l'époque bloqué? Parce qu'un hélicoptère français avait été utilisé en 2008 au moment de la répression des émeutes sur le pont sur le Bourri. D'où le petit mélange. Excusez-moi. Donc là-dessus, il y a un lien très concret et pour l'instant, la France maintient ça. Là encore, la ligne rouge n'est pas franchie. Les États-Unis aussi, et Israël aussi, ont une coopération policière et militaire, ça a été dit aussi dans le film. Les États-Unis ont annoncé là une suspension d'une partie de leur aide militaire au Cameroun. Ils ont suspendu pour 17 millions de dollars d'aide militaire au Cameroun en disant que c'était lié à ce qui se passe dans les régions anglophones. Il peut y avoir d'autres calculs derrière, etc. On n'est pas là pour faire l'apologie de la diplomatie de Donald Trump, mais en attendant, il y a quand même un signal qui a été envoyé et la France ne fait même pas ça. Donc pour le moment, on est extrêmement inquiet de ces réponses qu'on a. L'absence de mobilisation de l'ONU où le sujet a seulement été évoqué en Conseil des droits de l'homme, un peu comme la répression des Gilets jaunes en France, c'est pas aller plus loin et malheureusement les réponses qu'on obtient des autorités françaises, c'est le maintien, c'est business as usual, même s'ils n'aiment pas du tout qu'on emploie cette formule quand on est en rendez-vous avec eux.